Bonjour Claire. Bonjour. Alors, je suis très 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 heureuse de te recevoir dans Où est le bon. Je suis une grande admiratrice de ton parcours, de ce que tu partages et traverses aussi aujourd'hui. En tout cas, moi, ça résonne un petit peu chez moi, beaucoup même. Toi, tu es archéologue, en fait, scientifique de formation. Et tu es la première chef étoilée pour une cuisine végétale, 100% végétale. Tu vois, tu n'as pas du tout fait ton cooking out comme certains sont en train un peu de le faire aujourd'hui. Tu es plutôt en mode complètement pionnière, un ovni un peu dans ce monde de la gastronomie et tu n'as jamais lâché en fait. Tu n'as jamais cessé de croire aussi dans tes ressentis, dans tes idées, dans tes valeurs. Tu as toujours eu aussi ce lien très fort avec le végétal que tu as toujours voulu sublimer, explorer, partager. Alors tu vas nous en dire un peu plus aussi sur ta démarche qui allie le cœur aussi et ton travail de chef. Moi je te suis donc sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'on suit aussi avec toi là un peu ta métamorphose. C'est ça. Tes métamorphoses successives. Et je trouve que c'est vachement bien parce qu'on est tous un peu en train de changer, tu vois, et voilà, pouvoir aussi se projeter le changement chez d'autres personnes qu'on aime beaucoup et qu'on admire, tu vois. Je trouve que c'est assez chouette parce que on se dit que c'est normal qu'on ait ces questionnements un peu existentiels. En tout cas, toute cette quête de sens, elle est au centre de ta démarche de chef. Voilà, et tout ça, ça me touche moi infiniment parce que je trouve que c'est rare. Tu partages aussi avec nous beaucoup de choses sur Instagram, tes émerveillements, tes chocs gustatifs, tes rencontres, tes voyages, tes doutes, tes peurs. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est vachement beau de faire ça parce que même de manière digitale, tu vois, mais ça crée un lien qui est plus intime, tu vois, que voilà. Alors, tu as essayé d'écrire un livre qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Ona, donc Origine d'un animal, comme le nom de ton restaurant, on en parlera tout à l'heure, aux éditions du Chêne, que je recommande avec des recettes délicieuses, démentes. Alors moi, on me l'a offert. Ah, super. J'ai pas encore eu le temps de... Voilà, parce que je suis pas en plus une super cuisinière, tu vois. Bon, il y a des petits... Il y a des choses accessibles. Il y a des choses accessibles, il y a des choses moins. Bon, après, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Alors, ici, on n'est pas spécialiste de la gastronomie, tu vois, en revanche, on est vraiment curieux. Là, à ce stade dans Où est le bon, on en est à peu près, on a été au contact d'agronomes, de maraîchers, de boulangers, boulanger de du pain vivant, etc. avec Roland Feuillas, on en a parlé juste avant qu'on enregistre là. On a compris un peu la vie des sols, la culture sous sol vivant, la libre évolution des semences en hybridé, donc qui font que finalement un peu mieux que n'importe quel ingénieur, elles vont savoir ces semences libres toutes seules s'adapter peut-être au dérèglement climatique, à la sécheresse. On avait vu ça avec Pascal Pot, tu vois. Et donc là, un peu nos dernières découvertes, là où on en est en ce moment, c'était sur le cru, la fermentation, etc. Donc voilà. Et alors pour commencer cette conversation, avant qu'on rentre un peu dans le détail de tout ton chemin et puis aujourd'hui là où tu as envie d'aller, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi d'où tu nous parles aujourd'hui, tu vois, avec quelles lunettes un petit peu tu es aujourd'hui là, enfin avec nous? Bon, déjà géographiquement je ne suis plus sur le bassin d'Arcachon. Ouais. là je te reçois, je suis dans mon petit appartement parisien sur les toits. Voilà, donc voilà, déjà j'ai bougé pour aussi des questions qui sont propres et qui étaient pour développer aussi d'autres choses au niveau de Paris. Je vais sûrement pas rester ici, mais j'ai fait de belles rencontres en tout cas, et c'est ce qui me nourrit au travers de mes voyages, comme tu disais, on a pu me suivre, mais je me nourris surtout des personnes et des rencontres. Et donc voilà, actuellement j'ai plus de restaurant. Je l'ai vendu pour des raisons pas économiques. On m'a souvent dit oui, ça marche pas les restaurants véganes. Non, le mien il était complet 4 mois à l'avance. Donc je le redis pour les mauvaises langues qui pensent que la cuisine végane il n'y a pas d'avenir. Non, c'était juste une question, comme on en parle beaucoup dans les médias, une question de personnel. On a de plus en plus de difficultés à recruter. Alors c'est pas parce qu'on paye mal nos employés, c'était pas le cas, mais c'est parce qu'il y a un désintéressement de la part des jeunes aussi pour ce métier-là, qui est quand même un métier dur, qui est un métier qui est engagé sur le soir. Quand vous avez un restaurant, vous avez un restaurant du midi, mais un restaurant gastronomique, c'est plutôt le soir, parce que quand vous avez envie d'aller avec votre mari ou votre copine au restaurant, c'est le soir. Donc forcément, il faut des gens pour le faire, et ces personnes ne veulent plus le faire. Donc ça pose un petit problème, et on a aussi des problèmes de logement de plus en plus, un peu partout, même à Paris. Donc compliqué de loger tous ces gens aussi.
Mais voilà, donc j'ai eu envie de laisser mon restaurant et de partir un petit peu à la découverte aussi de ce monde, de faire un petit peu un constat de ce monde. Ce monde, il y a beaucoup de problèmes quand même, parce qu'on en a en France, hein, mais à l'extérieur, il y en a des plus importants, des plus conséquents. Et en tant que bonne archéologue et chercheuse, j'ai un petit peu vadrouillé pour essayer de trouver des anciennes techniques, à travers la conservation surtout. La conservation des aliments, c'est ça. Conservation des aliments, parce qu'on a quand même de plus en plus de problèmes au niveau de l'énergie, hein, on l'a vu cet hiver, avec des manques en électricité, etc. Mais il y a aussi des techniques qui peuvent nous servir, j'en suis persuadée, dans le passé, parce qu'on veut toujours voir tout ce qui se passe ou qui pourrait se passer dans l'avenir, mais la plupart des médicaments de nos techniques sont ramenés du passé, en fait. Donc j'ai repris le chapeau d'Indiana Jones, bon, pas forcément le fouet, mais mes baskets, et je suis partie un peu chercher des techniques et des choses que j'ai ramenées, en fait, et je suis en phase d'expérimentation. Voilà. Donc en gros, c'est un peu comment est-ce qu'on va pouvoir, de manière low-tech, finalement, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que toi, demain, ta vision, c'est quoi? C'est de te dire qu'en fait, c'est possible. C'est juste qu'il faut aller piocher un peu dans l'univers des idées, de ce qui a déjà été fait, passer à la moulinette en disant ça, c'est une bonne idée. Mais là, tu cherches des recettes en tout cas, des alternatives en France, pour nous, tu vois, c'est ça, du coup, qu'on pourrait faire venir et avec lesquels toi, tu pourrais travailler dans tes projets plus tard. Complètement, parce que le but, c'est pas de ramener c'est de ramener des techniques de l'extérieur chez nous. Il y a aussi des techniques de chez nous qui marchent aussi, hein, mais il y a aussi des techniques de l'extérieur qui marchent. Quand on va en Asie, on déshydrate beaucoup. Tout est séché. Mais ça veut dire déshydrater, ça veut dire conserver, et après, on peut réhydrater. Et sans perdre aussi, parce que ça dépend de la température, mais sans perdre les nutriments, etc. Donc, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il va falloir repenser pour la conservation des denrées dans ce sens-là, aussi dans des méthodes d'amphore, dans des méthodes aussi de... C'est quoi des méthodes d'amphore? Comme on faisait à l'époque, hein, dans les amphores qu'on enterrait ou qu'on gardait. Donc on peut aussi garder des denrées de cette façon-là. On peut garder des denrées dans le sel, à travers la fermentation aussi, parce que voilà, etc. Il y a beaucoup de techniques. Nous, on est un petit peu dans une... en Europe, on est dans la culture aussi du vite consommé, de pas prendre le temps aussi pour cuisiner, etc. Parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. On est tout le temps dans le speed. On rentre le soir, il est tard. Si vous avez des enfants, il faut aller les coucher, il faut les nourrir. Donc on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de préparer. Le week-end, on veut juste être tranquille. Et en fait, c'est un petit peu de ces forces de ce constat, de se dire que oui, il faudrait qu'on ait plus de temps pour notre nourriture, parce que c'est notre première santé quand même. Ça, pour moi, j'en suis persuadée. Il faudrait aussi plus de temps avec les enfants, avec les gens, pour partager, pour discuter, pour échanger. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui m'ont transmis aussi beaucoup de choses. Parce que c'est ça, en fait. Comment est-ce que toi, t'arrives dans la cuisine aussi? Après, tout le monde dit que t'es autodidacte et tout ça. Enfin, aujourd'hui, on peut plus dire ça. Non, plus aujourd'hui, mais au départ, au départ, oui. J'avais une formation en archéologie. Je pars en Suisse par hasard pour trouver un petit job après mes études. Finalement, je reste. Finalement, on me donne une place en cuisine. Finalement, je monte les échelons et je trouve ça super. Et je pars en Asie et je découvre la cuisine végétale à travers le bouddhisme. Voilà, dans les grandes lignes, pour aller vite. Ouais. Et donc, quand je reviens en France, je décide de plus consommer de viande, etc. Je suis toujours dans un restaurant gastronomique pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, j'en peux plus parce que j'ai plus ma place et je me rends compte que c'est pas mes valeurs. Et donc, je décide de monter au Nain. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour aller très vite. Mais du coup, tes grands-parents, là, quand tu parlais de ça aussi, de cette transmission. Ouais, c'est ça. La transmission, ça se fait prendre le temps, par exemple, d'aller chercher des haricots dans le jardin, des écossais, de savoir comment on les conserve, de les mettre dans une saumure, etc., de faire des conserves. Tout ça, c'est des choses qu'on a. Je sais pas si il y a une question de temps, mais il y a aussi une question d'envie. Mais je pense qu'il faut aussi rééduquer aussi le partage, reprendre le goût de l'échange et d'ouvrir la parole, en fait. Parce qu'on est un peu tous cloisonnés, on est tous dans quelque chose d'assez exclusif. Moi, je pense qu'il faut décloisonner les gens. Il faut leur redonner, en fait, le goût d'aller vers les uns et les autres. On a souvent peur de l'autre, d'ailleurs, aussi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, oui. Et en fait, on a tellement à apprendre les uns des autres. Je suis persuadée que l'humain a un don. Chacun a un don, en fait. Et ce don, il est important pour la communauté.
communautaire en tout cas. Alors quand je parle de communauté, ça veut dire Baba Cool parce que des soucis tombent arriver, on dit Baba Cool et Hare Krishna, etc. J'ai rien contre, mais voilà. Mais je pense que l'avenir sera collectif et il peut être que comme ça. De toute façon, c'est que comme ça qu'on s'en sortira. Ouais, et puis je pense que ça résonne avec des envies aujourd'hui. Tu vois, je pense on a un peu fait le tour. En tout cas, on voit qu'il y a certaines choses qui nous rendent pas vraiment beaucoup plus heureux. Et c'est aussi parfois de vivre des illusions. Enfin, je pense qu'au niveau perso, on se dit dans nos études, etc., on nous dit tu fais ça, il y aura ça, machin. Et en fait, tu fantasmes un truc et quand tu le vis, tu dis attends, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dit que ça allait être. Et après, on est un peu embourbé dans ce truc-là. On regarde autour de nous, tout le monde a l'air de dire non, c'est normal et tout. Donc tu sais, nous, on se dit peut-être qu'en fait c'est ça. Enfin, tu vois, on est un peu parfois perdu dans ces trucs en se disant mais moi j'avais vraiment des rêves ou j'avais vraiment des envies qu'il y ait de la consistance, tu vois. Et en fait, il y en a pas. Tout le monde, certaines personnes, tu vois, peuvent se dire en fait c'est ça et puis c'est ça qui est bien et puis voilà. Et je pense que toutes celles et ceux qui disent non mais en fait moi je veux vraiment la consistance, il faut pas lâcher ce truc là quoi. Non, c'est sûr. Et puis je pense que c'est bien aussi d'avoir un regard d'enfant quoi, et pas forcément un regard d'adulte désillusionné quoi. Enfin moi j'ai encore un regard d'enfant et je crois encore en certaines choses. Après c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais il faut essayer quand même de garder du positif et puis surtout de garder cette âme d'enfant, d'avoir cette curiosité, cette appétence pour la vie aussi, le vivant, ce respect aussi pour les choses. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Il y a encore des très belles choses sur la planète. Déjà, vous allez juste plonger à côté d'une baleine, vous allez voir comment c'est beau, quoi. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai. Parce que toi, t'es vachement investi, c'est ça, tu me disais. Oui, sur les fonds marins aussi, je plonge, etc. Et j'ai redécouvert le vivant aussi dans les fonds marins, à travers les requins. On a tout le temps peur des requins, on en fait tout. C'est une absurdité. C'est pas du tout ce qu'on pense, en fait. Parce qu'on ne sait pas, on a peur. Il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Il faut se renseigner, il faut aller plus près, il faut être avec des gens, s'accompagner, écouter, transmettre. C'est ça qui fera qu'on va évoluer. C'est ça notre statut d'homme aussi, c'est d'apprendre, quoi. Et de pas rester dans des croyances limitantes et dans des choses qu'on nous a apprises en fait, parce que la plupart du temps il faut se libérer, il faut désapprendre pour réapprendre. Et puis pas avoir peur aussi de quand on se libère pas de décevoir, mais tu sais, parfois on a l'impression qu'on n'est pas fidèle à quelque chose, etc. Tout ça, je pense qu'il faut qu'on le mettre, il faut arrêter de culpabiliser aussi. Je pense qu'il faut aussi remettre l'humain au centre des choses et puis nous, tu vois, se questionner sur mais l'humain dans le sens où l'humain, pas l'humain destructeur, mais l'humain en tant que tel, quoi, avec cette force créatrice, cette force d'écoute, cette force d'empathie, d'amour, etc. pour le vivant, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce que tu là, c'est mise au contact de ces associations de protection pour les fonds marins, etc. Toi, en tant que chef, après, t'étais déjà engagé là-dessus, mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que donc nous, on n'a pas trop parlé de ce sujet encore là sur le podcast, par exemple. Donc tu reviens de là et c'est quoi ton message ? Il faut savoir quand même que la biomasse, c'est-à-dire la biomasse des poissons, elle est divisée par 10 presque, c'est-à-dire qu'un poisson qui faisait 10 kilos maintenant en fait 1. Donc il y a un gros problème parce qu'ils n'ont plus le temps de se reproduire. Donc forcément on pêche de plus en plus et c'est une catastrophe. Du coup la surpêche aussi entraîne aussi la mort de plein d'autres espèces qui se nourrissent d'eux et puis aussi de personnes, d'humains qui ont besoin vraiment de la pêche, pas comme nous, mais qui dépendent que de ça parce qu'ils n'ont pas de légumes, etc. Des fonds marins aussi qui sont anéantis, c'est-à-dire on a des zones des mers acides, donc on n'a plus rien qui vit dedans. On est à des pH en dessous de ce qui devrait être. Et il faut savoir que si la mer disparaît, si les océans disparaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dedans, on a quand même plus de 50% d'oxygène qui vient de l'océan. Donc il y a un gros problème là-dessus, on n'en parle pas assez. Avec les coraux aussi. Avec les coraux aussi, l'acidité qui fait disparaître les coraux, etc., etc. Donc il y a quand même urgence au niveau marin. Il y a beaucoup d'associations qui se battent, comme Bloom ou avec Claire Mouvant qui fait vraiment du beau travail, mais c'est pas assez, ou Sea Shepherd ou d'autres, mais c'est pas assez parce qu'on se rend compte que la France, on a encore autorisé des scènes décennales qui viennent des pays nordiques à venir s'établir sur les côtes vers Bordeaux, etc. En face de où j'habitais avant, surtout le côté atlantique, et on fait des pêches qui sont invasives
destructive. Hein. Ouais. Donc c'est une catastrophe. Hein. Donc il y a urgence à vraiment à se renseigner. Alors on va me dire oui, mais ça coûte cher de bien manger. Et non, ça coûte pas plus cher que d'aller chez le médecin tous les jours parce qu'on est malade aussi à cause de cette alimentation. Ça coûte pas plus cher. La végétarienne, par exemple, c'est moins cher quand même parce que du coup la viande c'est cher pour le coup. La viande c'est cher. Enfin ça dépend. Si vous allez acheter votre barquette de 10 poulets dans un low cost, c'est pas plus cher que d'acheter des bons légumes dans un magasin bio. Hein. Donc c'est ça aussi. Mais c'est juste réapprendre en fait à manger. Du temps de mes grands-parents, en tout cas, on mangeait une fois du poulet dans la semaine, peut-être même pas. On avait de la poitrine de porc, c'est-à-dire un porc qu'on avait abattu pour tout le village sur l'année. Il y en avait un. Donc on avait un petit morceau de lard qui restait dans un coin et on produisait ces légumineuses, ces légumes, etc., etc. Donc on mangeait pas du tout de la même façon. Maintenant, actuellement, on mange du fromage tous les jours, on mange de la viande tous les jours, du poisson, etc., etc. Lorsqu'on n'en a pas besoin. Métaboliquement, on n'en a pas besoin. Et si vous en avez envie, peut-être privilégier une belle viande ou un beau poisson qui vient vraiment, qui aura un prix, mais qui sera au juste prix. Parce que ça aussi, on peut parler du juste prix, mais le juste prix pour l'éleveur ou pour l'agriculteur. Arrêtez d'acheter des choses à 1 euro, parce que ça, c'est pas la bonne démarche. En fait, il faut valoriser les filières qui font du beau travail avec des gens derrière qui sont passionnés aussi. Qui sont passionnés, qui font du beau travail et qui vont vous nourrir correctement et qui vont vous nourrir correctement. Complètement. Ouais. Et ça, c'est une éducation. Et ça devrait être pris en compte à l'école directement. Et c'est pas pris en compte. Et en même temps, du coup, il y a parce que finalement, c'est un peu, on se dit, du bon sens, parce que complètement. En fait, c'est délicieux. Enfin, tu vois, à un moment donné, on parle quand même de ce qu'on mange, et donc du coup, de se régaler. Enfin, on peut se mettre au contact de produits qui ont du goût, parce qu'en fait, c'est ça derrière aussi, c'est les qualités nutritionnelles, mais en fait, c'est le goût des aliments. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, il y a une vraie valeur aussi d'expérience, tu vois, à se remettre au contact d'une autre nourriture, parce que peut-être qu'on va la payer un peu plus cher, mais il y a un vrai bienfait. Enfin, alors pour nous, pour notre santé, mais ça, si tu veux, tant que t'es pas malade, tu t'en rends pas compte. Oui, ce que bien sûr. Mais bon, après, ça vient avec le temps. C'est ça le problème. Ouais, ça se sédimente. Mais tu vois, là, aujourd'hui, si on est un peu jeune et tout ça, pour nous, c'est un peu loin. Tu vois, on se dit, voilà. En revanche, je pense que ce qui nous touche tout de suite, c'est ce qui se passe dans notre bouche quand quand on goûte. Une tomate de plein champ, enfin, qui a été élevée, parce que j'aime bien dire élevée par quelqu'un de passionné. Enfin, j'en connais autour de moi, ça a quand même rien à voir, quoi. On est loin de la tomate de serre qui vient d'Espagne. Hein. Mais enfin, je te rejoins 1000 fois parce que tu sais, je te parlais de Pascal, enfin on parlait justement de Pascal Pot, et donc moi je suis allée chez lui, et donc Pascal Pot, c'est ce maraîcher qui cultive donc ces semences non hybridées, qui les fait résister à la sécheresse aussi, donc en fait il les arrose pas, etc. Enfin il y a tout un process complètement incroyable, et avec aussi des intentions, tu vois, qu'il met, et une vraie connexion qu'il a avec ses plantes, en fait, avec ses légumes. Et j'ai goûté des tomates, melons et je sais plus. Oui, il y a tellement de variétés. On n'imagine même pas ce qu'il y a. Mais tu vois, j'avais presque l'impression qu'il fallait un autre nom pour nommer, tellement c'était incroyablement démentiel, mais bien sûr, rien à voir avec le goût. Mais c'est ça que tout le monde devrait manger, en fait. Mais quand tu vas dans un magasin, tu regardes, t'as 3 variétés de tomates qui sont dégueulasses. Je me dis qu'en fait, on se prive aussi de la beauté de cet émerveillement gustatif, parce qu'en fait, c'est vraiment délicieux, et il faut le goûter pour le, tu vois, fait, et peut-être aussi pour certaines personnes, du coup, rééduquer un peu notre palais, parce que. Mais bien sûr. Ouais. Et là, du coup, pour en revenir à tes voyages et ce que tu découvrais par rapport aux techniques de conservation, tu peux nous parler un petit peu de ce que notamment pour la fermentation, parce qu'on a un tout petit peu parlé dans certains épisodes avec Fabien là, de 42 degrés, puis Marie-Sophie, mais peut-être que toi, du coup, tu as quelque chose, parce que la fermentation, souvent, tu vois, il y a un espèce de rejet, on se dit, fermentation. C'est ça. On pense sale. Ouais. En fait, oui, avec la personne avec qui on développe ça actuellement, enfin, elle est calée. Je suis plutôt maintenant
c'est moi qui apprends. Et j'adore parce qu'on va beaucoup plus loin, parce que c'est un esprit libre. Donc du coup, on n'est pas du tout sur des fermentations à dire type classique. D'ailleurs, elle parle du vivant, elle n'aime pas dire la fermentation, parce que la fermentation, ça a cette connotation plutôt péjorative, comme tu l'as dit, lorsque c'est des bactéries qui sont complètement, en fait, qui sont autour de nous et qui sont complètement essentielles et qui font, forcément, si vous avez des choses qui sont de l'ordre du bleu ou des choses qui sentent mauvais, il ne faut pas les manger. Mais on va dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire fermenter qui marchent. Et donc, nous, on développe en fait sur des techniques, on va dire, des techniques qui viennent d'Indonésie ou d'Asie, qui sont plutôt traditionnelles. On va en fait détraditionnaliser ça. On va faire pousser en fait des semences sur autre chose que ce que ça devrait être. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Ça reste parce qu'on est un petit peu en train de sur d'autres substrats. Exactement. Okay. Donc on a testé beaucoup de choses qui marchent en fait. C'est là où c'est l'émerveillement, où on se dit qu'en fait c'est infini. Ouais. Toutes les deux. C'est ça. On est en laboratoire, mais on va plus loin et tous les jours. Et puis j'apprends, donc c'est passionnant. Comme quoi en fait on a même là-dedans il y a des choses qu'on peut faire bouger. Génial. Encore. Et alors du coup tout ça tu vas après du coup m'en servir. T'en servir, voilà. M'en servir, le proposer pour montrer aussi qu'on peut manger autrement, un champignon sur un champignon par exemple. Ah ouais. Oui. C'est dingue. Complètement. Ça va être fait. Je vais le proposer normalement prochainement aussi. Bon, je peux pas trop en parler, mais voilà. Tu nous diras. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, c'est le but, c'est de le partager après. C'est pas juste de le garder pour soi, sinon c'est complètement bête. Les recherches en fait pourraient être partagées. Enfin, moi, je suis dans l'échange et le partage. On est dans cette ère du collaboratif aujourd'hui. Donc, ça sert à rien de vouloir tout garder sous clé. Pourquoi? De toute façon, parce qu'une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Donc autant en faire don aux autres. Enfin, je pense que le don, c'est important dans la vie. Donc voilà. Ouais, et puis le don, ça, en fait, ça enrichit. Ça enrichit celui qui donne, tu vois, vraiment. Enfin, complètement. C'est un truc. Donc, mais bon, voilà, comme on en parlait, c'est un peu en phase de laboratoire, donc. Ouais, ok. et après, est-ce que tu penses, parce que aujourd'hui, quand on se documente, tu vois, pas mal, on voit qu'il y a plein de chefs, enfin plein, pas non plus 150 millions, mais quelques-uns, tu vois, qui vraiment sont comme toi en mode expérimentation, on se met un peu en retrait, et puis voilà. Complètement. Mais nous, dans notre vie tous les jours, quand on est dans enfin, tu vois, on se dit, ce soir, on rejoint des amis, on va au resto. En fait, on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Et en fait, c'est aussi ça, je trouve, qui est un peu dur, dur, entre guillemets, mais qui est un peu déstabilisant, en tout cas, plutôt à vivre, parce qu'on a l'impression qu'on passe d'un univers à l'autre, et que ce monde dont on parle là, toutes les deux, quand est-ce qu'en fait, on va pouvoir se dire, alors oui, il y a certains restos un petit peu déjà, qui existent, etc., mais c'est, pour beaucoup d'autres chefs, comment est-ce qu'en fait, on peut embarquer aussi peut-être un peu des autres? Est-ce que tu sens que potentiellement ils pourraient avoir envie? Est-ce que c'est une ignorance? Parce que souvent c'est ça, tu vois, c'est le fait de pas savoir, ou voilà. Quels sont un peu, toi, les freins et les défis de ça? Il y a plusieurs réponses. Dernièrement, j'étais à Nancy, j'étais dans un colloque pour les maîtres restaurateurs de France, et on parlait de ça, de ces changements. Ça dépend déjà si vous êtes un jeune chef ou un vieux chef. Il y a ça aussi, parce que du coup, il y a une génération qui s'écarte. Il y a des chefs qui ne voudront pas bouger. Ça ne veut pas dire vieux chef qui ne veut pas le bouger, il y en a qui le font. Mais souvent, on reste sur le côté traditionnel français. La tradition en France est très très important. La tradition française fait que il vous faut de la viande, il vous faut du poisson, il vous faut des produits laitiers, etc. Il faut beaucoup de gras dans vos assiettes. Il y a toute une façon de créer la pâtisserie aussi qui est très sucrée, c'est en train de disparaître. Il y a beaucoup plus on va dire de jeunes chefs ou de jeunes pâtissiers qui essayent de désucrer, qui essayent de trouver des techniques un peu nouvelles, etc. Mais la tradition veut que ça soit comme ça. Et donc on s'accroche un peu à ces piliers. Également du pain. Lorsqu'on sait que le gluten c'est un petit peu aussi mauvais pour nous. Après, je parle pas du vieux pain avec des vieilles céréales, pas vieux pain, des vieilles céréales ancestrales. Mais la plupart des boulangers, que ce soit à Paris ou en province, c'est du pain industriel qui est surgelé et qui arrive dans les boulangeries et qui est dégelé. Faut le dire aussi, il y a beaucoup moins de boulangers qui se lèvent à 3 heures pour faire leur levain et leur pétrin. Donc voilà, il y a le problème aussi économique, c'est-à-dire que comment revoir un restaurant, c'est un peu ce que mon travail
travaille actuellement, c'est quoi le restaurant de l'avenir. Il y a plusieurs points dans le restaurant. Il y a déjà la façon dont vous cuisinez avec quoi. Donc est-ce que vous faites de la cuisine végétale ou est-ce que vous faites de la cuisine animale? Forcément, là il y a un vrai débat. C'est là-dessus où je me suis portée. Maintenant, moi, je suis aussi dans un autre débat. C'est que le restaurant, c'est énergivore à souhait. On a 3 ou 4 fours, on consomme la plonge de vaisselle, congélateur, frigo, clim, électricité, chauffage, etc. etc. L'eau aussi, énorme. Voilà. Face à ça, qu'est-ce qu'il arrive actuellement? Actuellement, les coûts sont en train de flamber. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment, de boulangers, etc. à cause de ça. Donc, il faut trouver des solutions. Les solutions, il y a, on va dire, 2 solutions. Il y a déjà revoir ses gestes. Donc, faire un peu plus attention, comme en cuisine. Donc, revoir aussi notre cuisine, c'est-à-dire à travers des fermentations. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses à travers la fermentation, qui cuit aussi, ou qui conserve, où je parlais de la conservation dans le séchage, dans le sel, voilà, pour avoir un impact moindre. Aussi, moins utiliser les fours, parce que forcément, voilà, ça aussi, ça consomme beaucoup, donc utiliser un peu plus l'induction, enfin voilà. Et il y a aussi, au niveau de la restauration, essayer de trouver aussi des nouvelles techniques dans le matériel lui-même, avec des low-tech ou des matériaux innovants, start-up, comme le solaire. Donc vous allez me dire, à Paris, alors, un jour ça sera possible, pour l'instant c'est même pas mis en place. On peut imaginer aussi tous les toits de Paris solarisés, on peut imaginer aussi des batteries pour charger, on peut imaginer, comme le font des circuits NERCOP dans lesquels moi je me fournissais, c'est-à-dire qu'eux ont des centrales solaires et qui peuvent fournir aussi. Tu peux rappeler juste ce que c'est NERCOP? Et NERCOP, c'est une société en France qui produit de l'électricité, mais à partir d'énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire éoliennes, circuits solaires, etc., photovoltaïques, les eaux, enfin voilà. Moi, j'ai travaillé avec eux, avec ONA. Au départ, j'ai tout de suite passé là-dessus. J'ai pas voulu travailler avec EDF. J'ai dit, moi, je veux quelque chose. Voilà. Donc, ça coûte un peu plus cher, mais bon, vous savez pourquoi vous participez aussi. Et ça, c'est important de savoir où vous mettez votre argent, je pense, et où vous vous positionnez. Donc voilà pour comment voir aussi, donc je disais la tradition, je disais donc revoir ses gestes, je disais aussi revoir aussi le matériel avec lequel il existe comme des alternatives comme les fours solaires, etc. C'est en train de se mettre en place petit à petit, ça demande du temps, mais il y a des gens qui travaillent dessus, Polytech Marseille ou d'autres. Et puis aussi être prêt au changement. Voilà, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de gens qui doutent, mais à un moment, il faut être prêt au changement. Donc il y a plusieurs caps qui sont compliqués pour un restaurateur pour se dire, pour y croire aussi. Oui, parce qu'en fait, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas vers où on va. Et puis, quand on est dans l'inconnu, on a toujours peur. Ouais, et puis aussi, je pense, on est connu parfois quand on est chef pour une signature, pour une cuisine. Et donc, comment vont accueillir nos clients ce changement? Est-ce que, tu vois, mais ça, j'imagine que ça s'accompagne. Enfin, tu vois, c'est pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de vieilles maisons aussi qui sont en train un peu de dépoussiérer cette gastronomie à la française. Alors il y en a qui veulent pas y toucher, mais il y en a quand même qui la dépoussièrent petit à petit, qui remettent de plus en plus de végétal quand même dans leurs assiettes. On le voit même dans des grandes maisons où il y a une vraie demande, et même au travers du monde dans le circuit hôtelier, parce que moi je suis vraiment approchée là-dedans en ce moment, et en consulting, on me demande beaucoup de consulting, etc. pour l'étranger, parce que on se rend compte que la plupart des clients sont de plus en plus en fait enclins à passer sur un régime végétal et ils le demandent. Donc voilà, donc c'est intéressant. Oui, le demandent, et puis parfois, donc il y a ceux qui le demandent parce qu'ils sont un peu informés, etc. Et puis aussi il y a ceux qui, si c'était soumis, enfin si c'était proposé. Oui, bien sûr, si c'était proposé, et il faut le proposer. Voilà, parce que il faut proposer aux gens, il faut proposer des alternatives. Mais il y a plein de restos, il y a rien. Il y a rien. Mais à Paris, il y en a plein. Mais il y a plein de restos même où t'as pas un fruit, enfin t'as pas un dessert avec un fruit. Oui, ou à part du chocolat, mais enfin mon chocolat ça vient d'ailleurs. Enfin c'est ça aussi, c'est une catastrophe le chocolat. Si les gens, enfin on pourrait faire tout un débrief sur le chocolat, mais enfin voilà, moi je trouve c'est génial le chocolat, ouais c'est cool, mais enfin bon, vous savez d'où ça vient, enfin comment c'est fait, il y a des enfants derrière, enfin pour la plupart, il y a des chaînes, mais la plupart du chocolat que vous achetez, c'est pas du beau chocolat quoi, c'est fait dans des conditions atroces, enfin il faut savoir aussi ce qu'on achète. Je pense qu'on est tous acteurs de demain, que ça soit dans notre assiette, dans la façon de se vêtir, dans la façon d'acheter des choses, etc. Et qu'il faut se renseigner. Mais c'est vrai qu'en fait, ça nous aide toujours de quitter quelque chose qu'on connaît quand on a une alternative désirable qui a émergé, tu vois. Donc, et ça fait toujours peur.
Oui, mais tu vois, je pense que là, il y a plein de gens qui se disent attends, je vais pas arrêter de faire ça parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais faire en face? Tu vois, c'est quoi le truc? Et aujourd'hui, bah voilà, il y a plein de gens qui sont en train de chercher. Donc tu sais, c'est un peu cette phase de transition. Oui, c'est ça, mais on est en plein dedans. On est dans une courbe entre l'ancien et le nouveau. Et on est dans cette phase-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits, etc., qu'il y a beaucoup de choses aussi, parce que voilà, il y a un moment, la société va basculer dans une autre économie, etc. Enfin, j'en suis persuadée, j'espère, parce que de toute façon, économiquement, on ne sera pas viable, mais je pense que l'économie, une autre économie régénérative, voilà, on peut en parler avec Gunther Pauli ou Gilbert Delmarmol, etc., qui font des travaux incroyables. Il a écrit un bouquin, Gilbert, oui. Ce sont des gens très inspirés qui aident la Fondation Lune, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi fait la dernière fois une conférence quand j'étais à Pompidou sur le climat en décembre dernier, et j'étais invitée et j'étais avec Olivier de Schutter, qui est rapporteur aux Nations Unies sur le problème de l'extrême pauvreté et faim dans le monde, et donc qui a aussi beaucoup travaillé avec des pays en sous-développement, etc., et où il y a beaucoup de solutions en fait là-bas, parce qu'ils n'ont pas le choix, donc en fait on se bouge, et avec des semences paysannes, comme on disait, enfin voilà, comme on en parlait avant. Donc c'est super intéressant. Des gens comme ça sont très inspirants. Et c'est souvent des Belges d'ailleurs. Ah ouais, ils sont tous belges. Qu'est-ce qui se passe là? Ils réfléchissent peut-être un peu plus, je sais pas, mais il y a un truc avec la Belgique. Ouais, donc les gens qui t'inspirent aujourd'hui, c'est les explorateurs, un peu des gens un peu chercheurs qui font des gens qui cherchent et qui trouvent et qui mettent aussi dans la matière leurs idées, quoi. Parce que c'est beau aussi d'écrire des tonnes de livres, mais bon, s'il n'y a rien qui se passe derrière, il faut aussi que ça touche des gens et que derrière il y a aussi des gens qui fassent des choses ou des écrivains qui mettent comme Paul Hawken, dont je t'ai cité tout à l'heure dans le livre de Rodon. Ouais, peut-être que tu peux en parler de ça. Qui a cherché avec plein de scientifiques aux États-Unis, qui a fait une liste de tout ce qui était renouvelable dans le monde, et il y en a beaucoup en fait qu'on n'imaginait même pas, qui a aussi donc mis en avant le principe de l'alimentation végétale, plutôt qu'une alimentation carnée, etc. Donc c'est un livre qui est vraiment complet, qui positionne aussi jusqu'en 2050 ce qui sera le moins polluant, ce qui sera le plus polluant, quelle courbe il faudrait prendre, etc. Donc c'est vraiment un livre super instructif, et je vous invite à le lire. Voilà, Drodon de Paul Hawken, qui est quelqu'un d'adorable, qui est complètement humain, et avec qui j'ai eu des beaux échanges déjà par mail, et voilà, donc comme quoi on pense toujours que les gens sont intouchables, mais ces gens-là sont pas intouchables. Ah ouais, ils sont en fait, il faut parfois oser aussi. Oui, il faut oser, mais ils sont passionnants, et ils sont, au contraire, ils sont là pour donner. Enfin, je pense que voilà, faut pas hésiter à contacter les gens. Enfin, moi, je fais tout le temps. Mais c'est trop bien. Souvent, en fait, pour avoir envie d'aller plus loin, ou vraiment sentir profondément nous qu'il y a un truc qui nous amène ailleurs, tu vois, et que ça va nous donner le courage de changer, c'est parce qu'on a perçu quelque chose dans notre être, tu vois, dans notre corps. Est-ce que toi, tu penses que le goût de ces aliments déshydratés, le goût de ces aliments fermentés, tu vois, que toi t'es en train d'explorer, etc. Est-ce que tu penses que ça peut réveiller nos cœurs en sursaut, ça peut vraiment nous faire comme des chocs en disant mais on connaît peut-être quelque part, tu vois, comme si on reconnaissait quelque chose d'il y a très très longtemps, ou qu'il y a un truc qu'on reconnaît de vivant, de très, très très vivant dans cette nourriture-là. Si tu mets aussi un enfant, dans la nature, instinctivement un enfant, il ira manger une pomme plutôt qu'un lympa, quoi. Ça me fait penser je crois qu'il y avait une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu vois, qui avait expérimenté, qui s'était dit ok, est-ce que je vais devenir végétarienne, etc. Puis elle s'était dit en fait mon truc ça va être est-ce que je suis capable de tuer, tu vois, pour manger. Et la plupart des gens ne seraient pas capables d'aller tuer un bœuf ou un veau ou un agneau, même une poule, tu vois, même une poule. En fait c'est pour ça que ce serait intéressant. Les gens en fait ont donné le sale boulot à d'autres pour pas voir comment on faisait. Puis maintenant la viande, c'est un animal derrière. La viande, c'est des barquettes, et les gens ont complètement désinhibé ce côté de que c'est un animal derrière. Un agneau, c'est un agneau, quoi. Ouais. Je sais plus qu'est-ce qui disait ça, que s'il y avait des vitres, tu vois, ou des miroirs c'était pas Lennon qui disait ça? Ouais, sûrement, je sais plus. Ouais, en tout cas, qui disait que si les abattoirs avaient des murs en transparent, oui.
il y aurait plus de végétariens. C'est sûr. Et puis... oui, alors pour mais il faut savoir que dans le monde, il y a énormément de végétarisme et de végétalisme, en fait, parce que les gens n'ont pas accès non plus à la viande partout, quoi. Et que c'est quelque chose qui est encore... nous, on nous fait la culture ici des produits laitiers qui en plus sont mauvais pour la santé. C'était ça, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est des bêtises complètement folles, parce que quand on va en Asie, il n'y a pas du tout de produits laitiers. Enfin, ça commence à arriver sur le marché, mais il n'y a pas de produits laitiers de base. En fait, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi il n'y a pas de gluten non plus, c'est plutôt du riz, etc. Donc, c'est pas du tout la même... D'ailleurs, les gens après, sont en meilleur état. Ouais, sont en meilleure santé. Mais il y a aussi ce truc, on en parlait tout à l'heure, de culturel. C'est-à-dire que quand tu es invité chez quelqu'un et que tu fais un repas sans viande, tu vois, peut-être qu'on a déjà parlé dans ce podcast, mais tu vois, en fait, c'est un peu genre, qu'est-ce qu'on t'a fait, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais lorsque ça peut être vraiment très bon et gourmand. Voilà, c'est des trucs un peu bêtes qu'on s'est mis, nous. Quand vous allez en Inde, enfin, je sais pas, c'est 3/4 de la population. Trois quarts de la population mange sans viande et ça se passe très bien, quoi. Oui, mais nous, en fait, c'est culturel. Et encore heureux, parce que sinon, on serait déjà tous morts, si tout le monde mangeait de la viande sur la planète. Et est-ce que aussi, du coup, dans tes expérimentations, parce que je pense que tu as dû être au contact de ça dans tes voyages, tu vois, mais manger en conscience, tous ces trucs-là. Bien sûr. Alors, on n'a pas trop parlé sur ce podcast, mais ces choses-là, comment tu les apprends ? Alors, en Asie, c'est très très important. Ça fait partie de la culture, c'est-à-dire que la nourriture est quelque chose de spirituel. Donc, elle est aussi là, te nourrir, donc de te faire du bien, donc pour ton corps, etc. Donc, chaque chose, chaque plante, chaque racine est associée à une partie de ton corps. Donc, ça va pouvoir ouvrir certaines portes, mais c'est aussi au niveau spirituel, comment on mange, qu'est-ce qu'on associe, les couleurs, etc., etc. C'est super intéressant. Et on le voit donc en Thaïlande, etc., mais on le voit aussi au Japon, où c'est très très important, la façon de manger. Il y a toute une cérémonie. Il y a des cérémoniales aussi en Corée, à travers des temples. J'ai eu l'occasion de rencontrer des moines bouddhistes, donc des femmes, qui œuvrent dans des temples, et ça s'appelle la cuisine des temples. Et c'est complètement végétal à 100%. Beaucoup de fermentation et que du végétal. Et elles n'ont pas de problème de carence, je vous le garantis. Elles sont dans ces temples depuis 40 ans et il n'y a aucun problème. Donc quand on me parle de la B12 ou de choses comme ça à chaque fois, parce qu'il faut toujours trouver la petite bête, alors oui, il y a des problèmes de B12. Là, c'est quoi ? La B12, c'est une vitamine qu'on a moins. C'est une vitamine qui appartient à l'ordre animal. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mange des animaux pour pas avoir cette carence. Alors oui. Mais on peut se complémenter. On peut se complémenter, oui, vous pouvez acheter de la B12, etc. Après, si vous voulez le faire en naturel, alors chaque fois que je le dis, on me dit c'est pas vrai, je dis bon, si, il y a quand même de plus en plus de... Et je le sais, parce qu'en Asie, ils le font ainsi, c'est qu'à travers certaines algues, il y a de la B12. Alors on me dit, ah mais c'est pas vrai, la B12, il n'y a pas dans les algues. Et je dis, bah écoutez, alors en Asie, comment ils font ? Ils mangent énormément d'algues, tous ces pays-là, et ils sont complètement dans le végétal à 100%. Donc c'est bien qu'il y a une supplémentation qui se fait. Et donc du coup, elle vient d'où ? C'est dément en plus. Enfin, moi, mais il y a tellement, c'est délicieux au début. Mais c'est délicieux et il y a vraiment certaines variétés d'algues qui sont riches en B12. Alors on me dit c'est pas possible, on trouve que dans les animaux. Je dis bon écoutez, voilà. Mais bon, c'est toujours un débat stérile, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. Il faut surtout pas le dire parce que comme je ne suis pas médecin, j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà. Mais bon, après moi je me suis renseignée, j'ai vu aussi certaines choses dans le monde et on pense qu'on sait mieux que les autres. Mais il y a quand même des gens qui habitent dans des forêts, il y a des gens qui habitent dans des déserts, il y a des gens... Et comment ils font ? Des fois, ils n'ont pas accès non plus à la viande tout le temps, ils font autrement et ça se passe très bien. Voilà, bon, bref. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'alimentation. Et donc du coup, là-bas, manger en conscience, c'était un truc qui était... complètement. Oui, on mange d'une certaine façon, on commence par certaines choses, on finit par d'autres. Comme quoi, par exemple ? Moi, j'avais vu beaucoup des crudités ou des choses un peu... Oui, il y a un aspect cru, il y a aussi des aspects cuits. Il y a aussi les cérémonies autour du thé ou des choses comme ça, qui sont là aussi pour énergiser ou pas le corps. Il y a aussi au niveau de l'Inde, par exemple, quand vous finissez un repas, on vous donne toujours une poignée de graines où il y a de l'anis, etc. Ça aussi, c'est pour digérer. Il y a plein de petites techniques un peu partout dans le monde qui sont super intéressantes. Aussi les infusions aussi de racines qu'on peut retrouver en Corée. Enfin, voilà. On a hâte que tu nous découvres tout ça. Il y a beaucoup de choses et en fait on apprend tous les jours parce que la Terre est tellement grande et il y a tellement de possibilités que c'est infini parce qu'il y a des possibilités humaines déjà dans le traitement des choses mais il y a aussi des possibilités dans la nature donc en fait quand vous êtes un peu fouilleur, chercheur vous vous rendez compte que c'est fou quoi. Donc on a encore beaucoup à apprendre et surtout à transmettre.
Est-ce que donc ce podcast, tu sais, s'appelle Où est le bon, Claire. Et j'ai une petite tradition, c'est que je demande un peu à tous mes invités de me partager leur définition du bon. Du bon. Du bon, ouais. Alors Claire, qu'est-ce que ce serait la définition du bon pour toi, le bon? Déjà, il faut que ça me fasse saliver. Et moi, pour le bon, c'est l'alliance de plusieurs éléments. Un élément salé, acide, j'adore l'acidité. Un tout petit peu de sucre, parce que je suis pas trop sucrée. De la mer aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Et est-ce que il y aurait une petite dans ton livre là, est-ce qu'il y a ou alors ailleurs une recette ou quelque chose que tu peux nous partager là, un peu facile pour des gens qui sont pas trop un peu délices là en ce moment Alors en ce moment on est au printemps, j'ai ma recette fétiche. Alors dans le livre elle est un petit peu poussée, mais sinon c'est très simple. Vous prenez quelques asperges crues, vous les épluchez, vous les coupez en petits bâtonnets, vous mélangez avec quelques quartiers de fraises et la vinaigrette. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive, un joli poivre, moi j'aime bien du timut ou un autre, mais sinon un poivre que vous avez à la maison, un peu de fleur de sel, un petit peu de cébette ou alors d'échalote, parce que c'est ça qui va faire basculer votre salade dans une salade et pas une salade de fruits, et un peu d'huile d'olive, voilà, basta. D'accord. Et c'est tout facile et c'est trop bon. Trop bien, merci. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là un peu pour finir sur une note positive? Tout le bonheur du monde. Que les gens ouvrent un peu les yeux et qu'on arrive à échanger entre humains, quoi. Qu'on ouvre un peu nos cœurs et qu'on retourne un peu à l'essentiel. Ouais, c'est-à-dire l'amour et le partage. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu nous recommanderais d'aller voir dans ce podcast? Quelqu'un à qui tu aimerais peut-être passer le relais, ou tu vois, que ce soit pas forcément un chèque, mais tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui t'inspire, tu vois, et qui pourrait aussi, nous, dans Où est le bon, nous aiguiller, nous amener à découvrir un petit peu ce coup du bon un peu plus authentique. Il faudrait aller voir Shira, avec qui je travaille sur les fermentations, du coup, qui pourrait plus en parler et qui serait plus à même, parce que c'est elle la master, la maîtresse. Donc oui. Après, à voir si elle sera d'accord, mais voilà. C'est quelqu'un de très humble et très gentil. Génial. Merci beaucoup, Claire. Merci.